c'est pour la santé et le bien-être économique des femmes, surtout leur résilience face aux crises sanitaires que nous avons connues ici en 2020. Et souvenez-vous qu'avant 2020, en 2014, on avait aussi connu une crise sanitaire sans précédent. Et le contexte, c'est quoi? C'est que pendant la crise du Covid, l'État a élaboré un plan de riposte économique. Dans le plan de riposte économique, on prenait en compte tout sauf les problèmes spécifiques aux femmes. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut réduire les factures d'électricité, il faut réduire les taxes douanières au cordon pour que le coût de la vie baisse. On a pensé à la compensation au niveau de tous les secteurs, mais on a oublié la ménagère qui a un potager à Kankan, à Zérékoré, à Koundara, qui produit et achemine ses productions vers les marchés hebdomadaires qui étaient fermés. Et de ces marchés hebdomadaires, les femmes qui quittent Conakry pour aller s'approvisionner, pour approvisionner nos marchés. Donc du jour au lendemain, ils ont perdu tout ce qu'ils ont produit. Ça, c'était d'abord un des aspects. L'autre aspect est que lorsque vous prenez les données désagrégées, il y a eu plus de femmes malades que d'hommes. Pourquoi? Parce que quand le mari est malade, c'est la femme qui va s'en occuper. En s'en occupant, elle devient peut-être elle-même, même si elle est asymptomatique, elle se fait contaminer. Quand elle est contaminée, les enfants sont collés à elle. Et elle, donc, qui a beaucoup plus d'interaction dans la société, mais la maladie, elle se propage beaucoup plus des femmes vers les populations en général que l'inverse. Et quand vous désagrégez aussi les données de décès, il y a plus de femmes mortes que d'hommes, parce que la société elle est faite ainsi. Alors, le projet a consisté à quoi? À comprendre, faire des recherches. Et les recherches se font avec les communautés, comme vous le savez. Alors, la recherche a été menée par le Centre d'excellence africain sur le contrôle des maladies, qui est logé à l'université Gamal Abdel Nasser. La formation des organisations de base sur les questions de santé, de crise, d'inclusion, de genre et de leadership, pour faire face à de telles crises, la formation a été assurée par Amref Health Africa. Ensuite, on a obtenu des résultats, mais qui doit s'approprier des résultats pour les utiliser? C'est l'exécutif. La COFEL a été chargée de piloter le plaidoyer. Le plaidoyer a regroupé beaucoup de personnes influentes pour affiner le document de plaidoyer, ensuite le soumettre aux autorités. Et à ce niveau, on a eu beaucoup de recommandations, et au niveau communautaire, et au niveau des décideurs, et au niveau des partenaires. Donc vous aurez le contenu, le cours des échanges que nous allons avoir. Nous avons donc collecté des données sur les impacts socio-économiques et sanitaires sur le Covid-19 avec le CEA, M. Dr Grovo qui va vous détailler. Nous avons identifié les besoins prioritaires des femmes en matière de santé, d'éducation et d'autonomisation, et nous avons produit des recommandations pour satisfaire les besoins des femmes. Imaginez quand il y a une crise sanitaire. On est d'accord, tout le monde déserte les structures par peur d'aller rencontrer maladie là-bas, n'est-ce pas? Mais lorsque une femme qui est en état de famine décide de ne plus aller à l'hôpital parce qu'elle a peur d'être contaminée, elle ne va pas suivre ses consultations, elle ne va pas prendre les vaccins nécessaires à sa santé ou à la santé de son enfant, et elle va avoir des complications liées à cette grossesse parce qu'elle n'a pas été suivie. Et la probabilité donc de perdre la vie en donnant cette vie qu'elle porte là devient très très élevée. Donc c'est pourquoi il faut toujours
porter une attention particulière à la situation des femmes en temps de crise. Dans ce projet également, AMREF, qui était chargé du volet de formation, on a renforcé les capacités de 38 organisations sur l'inclusion, le genre, le leadership féminin, et nous avons développé des modules de formation adaptés aux contextes locaux. Des fois, vous devez transférer le savoir à une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Si vous n'avez pas les méthodes et les outils nécessaires à l'appropriation de ce que vous dites, c'est comme si vous parlez en l'air. On a également mis en réseau les OSC qui ont été avec nous dans la formation et qui sont aussi intéressés aux droits humains, aux questions de femmes. Ensuite, dans le volet plaidoyer, on a non seulement réuni ces personnes influentes dont je vous parlais autour d'un déjeuner, et nous avons exposé les problèmes. La plupart de ces personnes ont été déjà à l'exécutif et on leur a dit ce que nous avons recommandé ici, vous en tant qu'ancien ministre, en tant qu'ancien représentant de l'OMS ou de l'UNICEF quelque part, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Tenez le document, analysez-le, adaptez-le à la réalité pour qu'on le vende aux autorités. Ce qui a été aussi fait. Ensuite, nous avons mis en œuvre des actions pour soutenir la santé et l'autonomisation économique des femmes. On a créé un incubateur et cet incubateur a encadré jusqu'à date 220 femmes et chacune de ces 220 femmes aujourd'hui a un revenu lui permettant obligatoirement de scolariser 2 de ses filles. Lorsque vous faites la projection sur l'impact, ça veut dire qu'on a sauvé ou assisté 440 enfants, jeunes filles, pour aller à l'école. Et ensuite, nous avons mobilisé les médias dans les zones dans lesquelles nous avons fait ces formations, notamment parce que vous savez, la radio est accessible à tout le monde. Quand vous êtes à Kindia, vous êtes à Koya, vous êtes vers l'intérieur du pays, il est plus facile d'appeler les radios communautaires pour véhiculer certains messages. Et maintenant, ici, aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? Nous allons vous présenter les résultats du projet et son impact. Docteur Mathias est là. Nous allons vous informer des contributions aussi de chaque partenaire. Déjà énuméré, on va rentrer dans les détails. Mais c'est surtout mobiliser les médias en tant qu'alliés pour nous aider à faire un plaidoyer afin que quand il y a des crises, qu'elles soient économiques, ou sociales ou sanitaires, s'il y a des ripostes que le gouvernement met en place pour soutenir l'économie nationale, qu'on prenne les femmes en charge. Sinon, les effets positifs que pouvaient engendrer ou générer leur plan va avoir un taux d'échec assez élevé parce que on ne peut pas faire d'eau à la moitié de la population et espérer tirer avec une autre moitié tout ce monde-là. La pauvreté s'accentue chez nous, pourquoi? Parce que c'est 30% qui travaillent pour 70%. C'est que chaque personne active que vous avez ici, tu as 20 personnes derrière que tu nourris, tu as 1000 sollicitations par jour. Les autres pays, c'est 90% qui travaillent pour 10%. Ce qui fait qu'il y a une classe moyenne assez élevée et la pauvreté a un seuil quand même assez élevé par rapport à nos pays. Particulièrement le cas se constate, c'est que ce qu'un minimum vital et ce qu'un citoyen lambda dans des pays qui sont vraiment en parfaite croissance actuellement, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quand vous prenez la classe moyenne, elle est nettement plus élevée que partout dans la sous-région. Et c'est ce qui donne l'impression que le pays est riche. Et ici, c'est tout un problème, parce que c'est 80% de chômage oisif et 20% de travail pour les nourrir.
Et quand plus vous avez de charges à la maison, plus ça réduit votre qualité de vie. Si vous avez une femme qui ne travaille pas, qui ne fait absolument rien, qui est juste là à prendre la dépense le matin, aller vous faire à manger, venir déposer elle-même manger, faire la vaisselle, finir de nettoyer la maison, se coucher, dormir, elle va finir par tomber malade parce que la sédentarité aussi est source de maladie. Donc la presse, nous comptons sur votre collaboration, notamment les femmes. Vous devez vous impliquer dans la vulgarisation de ce rapport. Okay? Alors, nous en appelons vraiment à la mobilisation de tous les acteurs pour soutenir les initiatives visant à améliorer la santé, l'éducation et l'autonomisation. L'expérience a prouvé que lorsque vous prenez une femme éduquée, vous l'épousez, vous lui donnez le minimum de moyens. Si elle a le bac, tous vos enfants auront au moins une licence universitaire. Alors imaginez que si elle a une licence universitaire, peut-être les enfants seront tous des agrégés. On a dépassé l'époque où on dit « moi, ma maman n'a pas été à l'école, mais moi j'ai été à l'école ». À l'époque, on n'était que 2 millions de Guinéens. Il n'y avait pas de banditisme, il n'y avait pas de digital, il n'y avait pas de déplacement. Les populations n'étaient pas aussi brassées qu'aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à une période où ce qui était valable il y a 10 ans, 20 ans, ne peut plus être valable aujourd'hui. Tout le monde doit aller à l'école. Les femmes doivent accéder à la santé pour avoir des enfants sains. Et les hommes doivent nous soutenir dans notre épanouissement. Et encore une fois, merci pour votre aimable attention. Et nous allons maintenant, je vais passer la parole